Bienvenue à tous. Normalement, vous nous entendez, vous voyez le docteur Céline Mespoulès. Bonjour. Donc, bienvenue à tous à ce forum de la formation vétérinaire de l'ENVA. Vous allez assister à la conférence de Céline Mespoulès, donc sur l'exercice vétérinaire équin. Je vous rappelle les consignes liées à ce visio. Si vous avez des questions, posez-les dans l'espace conversation de la réunion, s'il vous plaît, et je les regrouperai en fin de présentation. N'ouvrez ni votre micro ni votre caméra, s'il vous plaît. La conférence durera 45 minutes, puis le reste du temps sera consacré à l'échange. Et donc voilà, je cède la parole à Céline Mespoulès sur l'exercice vétérinaire équin. Alors bonjour à tous. L'objectif de cette présentation, effectivement, est de parler de l'exercice vétérinaire équin, qui est un exercice particulier. Un cheval présente une masse certaine, un petit peu comme les grands animaux en rural, et donc nécessite des précautions particulières lors de l'exercice. C'est plus facile de gérer un chien en consultation qu'un cheval. Alors c'est pas les mêmes risques, hein, mais du coup, il y a quelques particularités qu'il faut connaître. Et l'objectif, c'est aussi de vous présenter cet exercice dans le cadre du paysage démographique vétérinaire et de comprendre quelle est la place et l'importance de cette activité. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je suis le docteur Céline Mespoulès-Rivière. Alors, vous avez un petit peu mon parcours sur la diapositive. J'ai été diplômée en 1998, donc ça commence à faire un petit peu. À l'époque, j'ai dans la foulée fait un internat en équine, parce que c'était effectivement l'espèce qui m'intéressait et l'activité que je souhaitais exercer. Après avoir fait cet internat, eh bien, comme initialement à l'école vétérinaire d'Alfort, l'activité qui était principalement développée, c'était une activité de gestion des boiteries. Il y avait assez peu à l'époque de médecine et de chirurgie. Eh bien, je trouvais que je n'en avais pas encore vu assez à mon goût. Et donc, j'ai doublé l'expérience et je suis partie en clinique privée en Belgique. Et là, j'ai fait un deuxième internat. Et puis à partir de là, eh bien, j'ai travaillé dans une clinique privée en Belgique, tout en menant en parallèle ce qu'on appelle une résidence en chirurgie. Donc, je pense que vous êtes assez avertis de la structuration de la formation vétérinaire, mais effectivement, une fois qu'on a été diplômé, eh bien, on peut faire un internat pour se spécialiser un peu plus dans une espèce donnée ou parfois dans une discipline donnée. Et puis, on peut ensuite chercher à suivre un cursus dit de spécialisation pour devenir spécialiste, par exemple en chirurgie, qui est la discipline que j'avais choisie. À l'issue de cette résidence, je suis revenue en fait en France et j'ai réintégré l'ENVA en tant qu'enseignante en 2006, pour réaliser un enseignement de chirurgie des équidés. Donc j'étais maître de conférence. Et puis j'ai continué mon chemin. Comme j'avais fait une résidence, bah, j'ai concrétisé par le passage de l'examen du Collège européen de chirurgie en 2009. C'est toujours un petit peu décalé le passage du collège par rapport à la résidence, parce qu'en fait, on a des choses qu'on doit faire, on doit publier, on doit faire des présentations. Bref, il y a tout un dossier à monter. Et puis, donc, j'ai passé ce diplôme. Donc, actuellement, je suis spécialiste. Et puis, comme je faisais un petit peu de recherche clinique en parallèle de mon enseignement à l'école vétérinaire, j'ai réalisé ce qu'on appelle un PhD, donc une thèse de doctorat vétérinaire, doctorat de sciences, pardon. Donc là, c'est effectivement encore une autre étape, mais en termes de recherche. Et les autres particularités en ce qui concerne mon cursus sont que je suis actuellement la directrice du centre hospitalier universitaire vétérinaire pour les équidés sur le site alforien, parce que nous, on est un petit peu sur deux sites, hein. On a un site également en Normandie, et on pourra en reparler après. Et je suis également plutôt en insertion professionnelle, membre du conseil d'administration et du conseil scientifique et pédagogique de l'AVEF, qui est l'association des vétérinaires équins français. Et je suis présidente de ce conseil scientifique. Voilà un petit peu, en gros, mon CV raccourci actuel. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu la façon dont je vois la pratique vétérinaire au niveau des équidés, et telle que je la connais aussi à travers mes collègues, par exemple de l'AVEF, hein, qui eux sont praticiens libéraux en majorité, ce qui me permet d'avoir une vision assez élargie, sachant que, comme je vous le disais initialement, j'ai également pratiqué en pratique privée dans le début de ma carrière, voilà, ce qui me donne un petit peu ce retour aussi.
Alors, je vais faire juste un bref rappel sur la structuration de la profession, hein. Je sais qu'il y a une présentation qui vous présente tout ça. L'ordre vétérinaire, publie, ce qu'on appelle un atlas démographique, qui permet d'avoir, une idée de la répartition des vétérinaires, des espèces qu'ils soignent, de leur répartition sociétale, et c'est assez intéressant pour suivre, eh bien, les populations, dans les différentes activités. Alors, quand on regarde cet atlas démographique, dont les résultats 2023 sont parus très récemment, eh bien, vous avez parmi les vétérinaires qui sont inscrits à l'ordre vétérinaire, 15,9% de ces vétérinaires qui déclarent une compétence équine. Donc, ça fait un peu plus de 3000. Alors, déclarer une compétence équine, qu'est-ce que c'est? C'est voir un cheval de façon régulière ou épisodique. Parmi ces vétérinaires, eh bien, vous en avez, un certain pourcentage, et c'est illustré sur le diagramme que vous avez juste, en bas de la diapositive, qui vont avoir une activité équine plus prédominante. On compte à peu près 500 vétérinaires, hein, qui sont en fait des vétérinaires mixtes, mais qui vont faire beaucoup de chevaux et une autre espèce ou d'autres espèces. Et puis vous avez un certain nombre de vétérinaires qui vont faire une activité équine dite exclusive, c'est-à-dire qu'ils ne soignent que des chevaux. Et là, vous voyez qu'on est à peu près à 700 vétérinaires, sur le territoire actuellement. Le type d'activité de ces vétérinaires, peut être, libéral, salarié. On peut avoir des fonctionnaires comme moi, hein, par exemple. Donc c'est assez varié, et donc en découlent des lieux d'exercice variés également. Eh bien, vous allez avoir, des vétérinaires qui vont travailler en pratique itinérante exclusive. C'est de moins en moins fréquent, hein, du côté de l'équine, parce qu'on a toujours besoin quand même d'avoir un lieu où se poser. C'est souvent combiné avec un cabinet ou une clinique vétérinaire qui a un tout petit peu d'installation pour pouvoir faire, des examens un peu plus avancés sur les chevaux. Ils peuvent travailler donc en clinique vétérinaire également, et après dans des structures qui sont de taille supérieure, tels que des centres hospitaliers vétérinaires ou centres hospitaliers universitaires vétérinaires. Mais ces vétérinaires qui font, de l'activité équine peuvent également travailler pour l'administration par rapport à un suivi, par exemple, de tout ce qui est sanitaire, ou alors dans l'armée, hein, qui a des effectifs de chevaux. Je pense en particulier à la garde républicaine, l'école militaire, qui sont autant d'effectifs où vous avez une équipe de vétérinaires qui s'occupe d'eux, et de façon à veiller à la bonne santé et à soigner, tous ces animaux-là. Alors parfois, ils ont une activité mixte avec également des chiens, hein, qui sont dans l'armée, mais effectivement, c'est un autre type d'exercice, qui existe. Alors bien entendu, dans les pourcentages qui sont, que je viens de citer, hein, c'est-à-dire, les 500 qui correspondent à 15,2% et 700 qui correspondent à 21,1%, ça, c'est le pourcentage au sein des 3 315 vétérinaires qui déclarent une compétence équine. Si on regarde un petit peu la structuration de la profession au sens géographique, cet atlas démographique donne également des informations intéressantes. Alors en fait, l'atlas démographique fournit 2 cartes. La première qui représente, la correspondance entre les lieux, d'élevage, des chevaux en France et la répartition des vétérinaires. Vous pouvez voir que le bassin principal, c'est quand même le bassin, Grand Ouest, et que vous avez un deuxième bassin qui se situe plutôt, sur le centre-est. Et vous voyez qu'effectivement, il y a une correspondance déjà entre, les points les plus rouges, les plus gros, et la densité, d'élevage qui est dans les couleurs les plus foncées, hein, c'est comme ça que ça se lit. Et puis vous avez la deuxième carte qui représente les activités équestres, donc plutôt les centres équestres, où vous allez avoir du loisir, un suivi de cheptel de centres équestres. Et là, de la même façon, vous voyez que les bassins, correspondent bien. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le bassin normand, par exemple, cumule un petit peu toutes les activités, de la même façon que, le bassin lyonnais et que le sud, de la France, en tout cas le sud-ouest. Vous voyez donc que les vétérinaires équins sont représentés, globalement partout en France. L'activité équine, c'est quelque chose qui est stable, mais qui est quand même un peu en croissance, si on regarde finement les chiffres. Sachez que, l'équitation est l'une des activités sportives, les plus fréquentes, hein, en France. Je pense qu'elle est dans les premières fédérations en termes d'adhérents. Et donc forcément ça rejaillit sur, le nombre d'équidés, à gérer, et la présence des vétérinaires, même si effectivement il y a des bassins qui ressortent plus. Alors il faut faire attention dans l'interprétation de ces cartes parce que bien évidemment les gros ronds rouges correspondent aussi à un nombre de vétérinaires, supérieur. Par exemple, lorsqu'on a des grosses structures telles que des centres hospitaliers universitaires vétérinaires, vous avez Paris, par exemple, ou Lyon, ou alors, des grosses structures telles que des centres hospitaliers vétérinaires qui sont des structures privées, et le gros point situé au niveau de Toulouse en est un bon exemple.
Alors, une fois qu'on a posé les bases géographiques, il faut comprendre comment ça fonctionne. Parce que je vous ai expliqué que vous avez des vétérinaires qui travaillent finalement sur le terrain, vous avez des vétérinaires qui travaillent en structures plus conséquentes telles que des centres de référé, par exemple les centres hospitaliers vétérinaires ou des cliniques vétérinaires de taille conséquente qui n'ont pas forcément ce label centre hospitalier vétérinaire qui est réglementé, qui correspond à un cahier des charges très précis. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un principe de réseau. Le vétérinaire qui est sur le terrain, va réaliser une consultation, éventuellement une prise en charge sur le terrain en urgence et puis, à ce stade-là, il va y avoir 2 options. Le vétérinaire va gérer l'animal, va le traiter, va prendre en charge la problématique, ou va estimer que, le cas est complexe, que peut-être, il faut, faire appel, à une structure spécialisée pour prendre en charge l'animal ou, avoir des informations complémentaires, auprès de personnes qui sont spécialisées dans une discipline, par exemple ou plus habitué dans une discipline et donc il va faire ce qu'on appelle une prise d'information. On appelle ça l'appel à un confrère. Donc ça, c'est le réseau téléphonique qui marche bien. À partir de ces informations, heu, soit il va compléter les informations qu'il a qui vont lui permettre de peut-être mieux prendre en charge, ou d'avoir des informations complémentaires sur la prise en charge de l'animal qu'il souhaite, gérer. Ou alors, il va être décidé de référer, cet animal, donc le cheval, vers une structure spécialisée pour prise en charge médicale poussée, pour chirurgie, pour examens complémentaires qui ne peuvent pas être réalisés sur le terrain. Et donc vous voyez qu'il y a différentes orientations possibles. Par contre, et ça c'est le principe du réseau, vous aurez toujours un retour vers le vétérinaire sur le terrain. Ça fonctionne vraiment en boucle. On a un système de fonctionnement, que je qualifierais quasiment de tripartite, hein. Vous avez, le propriétaire avec, son cheval, le vétérinaire de terrain et le vétérinaire qui va intervenir, dans la structure, spécialisée et la communication entre ces 3 parties est absolument essentielle pour que, eh bien, l'animal soit géré correctement, que les informations circulent. Et tout cela, implique, un système qu'on appelle la permanence et la continuité des soins, dont vous entendrez certainement parler dans d'autres conférences, qui font que d'une façon ou d'une autre, on doit être capable de répondre à la demande des propriétaires et c'est pas toujours facile. Quand on est sur des cas d'urgence, d'une façon ou d'une autre, il faut qu'on puisse prendre en charge l'animal, donc il faut savoir où envoyer l'animal et bien si, soi-même, on ne peut pas le prendre en charge, hein. Ça peut être, parce que, vous avez le droit de vous casser une jambe, hein, ça arrive, voilà et à ce moment-là, c'est plus compliqué pour gérer les chevaux. On peut avoir, des problèmes d'arrêt maladie, on peut avoir simplement un système de rotation des gardes qui s'organise, hein, dans certaines régions. Et puis on peut aussi avoir un hôpital qui est plein et plus de box pour prendre en charge un animal. Nous, on est un petit peu en flux tendu, par exemple, à l'école vétérinaire actuellement, c'est pas toujours facile et à ce moment-là, le réseau sert à discuter avec les confrères et à faire en sorte que l'animal puisse, in fine, être pris en charge. Et dans la notion de permanence et de continuité de soins, il y a aussi le suivi. C'est-à-dire qu'une fois que l'animal est pris en charge, certes, il retourne potentiellement dans son écurie, mais il faut pouvoir assurer le suivi des soins si jamais cet animal devait être suivi ultérieurement. Et c'est des choses qui sont très cadrées, hein, au niveau de l'ordre des vétérinaires et de la profession, parce que, par exemple, en juillet août, tout le monde a le droit de prendre un petit peu de vacances et à ce moment-là, on s'organise pour que le suivi des soins soit effectué correctement. Alors, maintenant que je vous ai présenté un petit peu la structuration, je vais vous parler des différents types d'activités et surtout des différents rôles du vétérinaire. Parce qu'on voit toujours le vétérinaire équin et le vétérinaire au sens large comme quelqu'un qui va faire une activité de soins. Alors effectivement, oui, c'est l'activité propre, mais il y a beaucoup d'autres rôles auxquels on ne pense pas forcément. Donc le praticien équin et en particulier sur le terrain, il a un vrai rôle, de suivi sanitaire et de prévention des maladies infectieuses. Il y a ce qu'on appelle des visites sanitaires obligatoires qui permettent en fait de suivre ce qu'on appelle les détenteurs de chevaux, hein, c'est le terme consacré. Et ces détenteurs vont avoir des animaux qui sont soit isolés, soit, un certain nombre d'animaux, par exemple jusqu'à 3, 4 chevaux et puis vous allez avoir des cheptels sur des élevages, sur des centres équestres et tout ça doit être suivi parce que, l'objectif quand on a des maladies infectieuses qui peuvent circuler, hein, c'est comme chez nous, on a vu l'exemple pour le covid par exemple, eh bien c'est d'essayer de prévenir la diffusion de ces maladies. Donc premièrement, d'essayer qu'elles n'arrivent pas, donc il y a tout ce qui est conseil de vaccination. La visite sanitaire obligatoire dont je viens de parler, hein, là j'avais pris l'exemple de 2019, mais il y en a tous les ans en fait, enfin tous les 2 ans en fait, il y a différents thèmes. Et donc chaque établissement doit avoir un vétérinaire sanitaire. Et puis il y a, faire passer les informations qui peuvent évoluer régulièrement, en termes de, modalités de détention, d'enregistrement des équidés, d'identification des équidés. Donc tout ça implique finalement une forte communication au sein de la filière, hein. Vous voyez que j'ai indiqué les logos de différentes, structures
structures professionnelles, puisque ces associations professionnelles et organismes professionnels eh bien, vont établir toutes ces règles et faire en sorte que l'information se diffuse et soit apportée à l'ensemble des détenteurs d'équidés. Donc ce praticien équin, outre l'aspect, prévention des maladies infectieuses, eh bien, il va faire de la médecine préventive, au sens, factuel, donc gérer les vaccinations des animaux, faire en sorte que les traitements antiparasitaires soient faits correctement quand c'est nécessaire de les faire, hein, il y a des tests pour ça. On vermifuge pas forcément en aveugle. D'ailleurs, c'est même déconseillé de nos jours, hein, avec l'apparition de résistances. Il va faire le suivi annuel de dentisterie, hein, c'est le praticien vétérinaire qui est en première ligne pour ces problématiques. Il va également s'occuper des problématiques de bien-être animal, dont on parle beaucoup actuellement, et qui nécessitent également un suivi très régulier au niveau des effectifs, de façon à ce que tout le monde eh bien, soit au courant des conditions optimales de détention. Alors détention, ça fait très carcéral, hein, mais c'est le terme consacré. Et vous voyez par exemple que dans l'image de droite, vous avez une charte qui est présentée. C'est la charte du bien-être animal qui a été signée il y a maintenant plusieurs années entre les différentes instances de la filière professionnelle, donc à la fois les associations de course. Est-ce qu'il y a une question? Parce que j'entends du bruit en fond. Non, c'est bon? Ok, il faut m'arrêter sinon, Fanny. Donc cette charte, permet en fait, de donner des recommandations de base, quant, à, des mesures, spécifiques, pour, la détention des équidés et c'est quelque chose que le vétérinaire doit aussi suivre. Alors il y a d'autres choses réglementaires qui sortent actuellement, hein, telles que c'est des certificats de capacité pour les professionnels. C'est assez récent comme évolution, mais le vétérinaire a un rôle central aussi dans ce suivi. Et donc, pour ce faire, bah, il doit être au fait de la réglementation, parce que la réglementation évolue régulièrement et il doit pouvoir la suivre. Et c'est aussi le rôle des associations professionnelles de passer ces informations pour qu'ensuite le vétérinaire puisse les relayer sur le terrain quand on est praticien de terrain. Dans son activité quotidienne, si on se recentre un petit peu sur le soin vétérinaire, eh bien, le praticien équin, qu'il ait une activité mixte ou exclusive, va pouvoir être consulté pour des problématiques de boiterie, pour des consultations peut-être plus spécifiques, pour de la médecine par exemple. On pourra lui demander des avis chirurgicaux sur certaines problématiques, ou suite à des anomalies qu'il aura identifiées sur l'animal examiné, des suivis de reproduction. Et ce qui caractérise, cette pratique eh bien, c'est que il y a une très grande variété des équidés qui sont suivis, parce qu'on a différents modèles, hein. Vous voyez, la photo en haut à gauche, qui illustre, le différents types de modèles et encore, c'est pas le plus petit poney que j'ai trouvé, hein. Quand on est dans du miniature, vous allez voir tout à l'heure, on est vraiment sur du très, très, très petit. Là, on est limite pour les grands animaux. On aura des situations qui vont être très variées parce qu'on va être amené à travailler avec des particuliers, avec des professionnels, parfois avec des associations. Les conditions d'exercice, comme je vous le disais tout à l'heure, vont être très, variées également. On peut travailler sur le terrain, on peut, quand on est praticien de terrain aussi, avoir une petite structure et faire certaines interventions en clinique ou voir certains chevaux en clinique. On aura un emploi du temps qui sera variable aussi, parce que ça va dépendre de l'endroit où on travaille, et du type d'activité qu'on réalise. Vous avez, dans, certaines activités, par exemple, quand on travaille dans les courses ou quand on travaille dans les sports équestres, eh bien, le calendrier, des échéances ou le calendrier, de la filière n'est pas le même, hein. Par exemple, les poulinages ne sont pas au même moment pour les pur sang ou pour les chevaux de selle et donc tout ça va influer sur, eh bien, l'emploi du temps du vétérinaire et finalement son activité, sur l'année. Donc, bah, tous les vétérinaires ne prennent pas leurs vacances au même moment, par exemple. Et puis, il y a, dans ce volet une partie qui est très importante, qui est la prise en charge des urgences, la réalisation des gardes. Je vous en ai un petit peu parlé avec la continuité de soins, qui est quelque chose qui est très prégnant au sein de la profession, et qui nécessite une organisation pour que ça fonctionne. Et puis une dernière chose à laquelle on ne pense pas toujours, ben, c'est qu'on peut être amené à réaliser des autopsies, alors dans des structures agréées, hein, on ne peut pas faire une autopsie partout, mais ça participe aussi de l'activité du vétérinaire, et de la compréhension de certaines anomalies. On peut également devoir réaliser des autopsies pour des assurances, par exemple, parce que malheureusement, eh bien, ils ne survivent pas tous et on peut avoir des considérations, légales, à ce niveau-là.
Donc, pour pouvoir réaliser cette activité régulière, bien, ça nécessite une connaissance du milieu professionnel, des compétences d'analyse, parce qu'on n'est pas directement sur le soin, hein. Avant le soin, eh bien, il va y avoir la prise en compte d'une anamnèse, être à l'écoute du propriétaire, être à l'écoute de l'équipe qui s'occupe de l'animal. Et donc, il faut pouvoir enregistrer tout ce qu'on vous explique et potentiellement eh bien, savoir le mettre en perspective par rapport à l'examen constaté sur le cheval. De la même façon, on développe lors de la formation vétérinaire des compétences de diagnostic, pour pouvoir réaliser l'examen clinique, les examens complémentaires, des compétences de traitement et de prise en charge avec, l'apprentissage d'actes techniques, l'apprentissage, de la pharmacopée, hein, savoir, quoi utiliser à quel moment, ce qu'on peut utiliser, ce qu'on ne peut pas utiliser, parce qu'il y a encore des notions de réglementation, à ce niveau-là. Et puis des compétences en communication, en relations humaines, d'abord parce qu'on travaille quand même très souvent en équipe et puis, il y a des conditions particulières, comme par exemple la fin de vie. Dans la fin de vie, c'est jamais facile, quelle que soit l'espèce concernée, et il faut, avoir des capacités de communication à ce moment-là, et bien pour pouvoir exprimer, entre autres ce qu'on appelle de l'empathie, hein. L'empathie, c'est se mettre à la place des autres, et c'est très important de façon générale. C'est important quand on travaille sur des animaux qui sont dans des situations critiques, en soins intensifs et c'est très important pour la fin de vie. Hem C'est probablement plus difficile que faire une consultation de base, hein, gérer une fin de vie, il faut en être conscient. Donc c'est quelque chose, qui est également, enseigné à l'école vétérinaire pour essayer de se mettre dans les bonnes conditions, de façon à essayer de développer cette compétence qui n'est pas forcément innée. Et puis enfin, et c'est pas la moins importante, pour un praticien équin, il faut aussi avoir des compétences en management, donc en gestion d'entreprise, parce que l'activité vétérinaire, c'est une entreprise, et donc on peut avoir, une équipe à gérer avec, des contrats divers, des salariés, les contraintes qui vont avec, gérer des plannings, faire en sorte que la comptabilité soit tenue, faire en sorte que les nécessités réglementaires, soient respectées. Donc il y a quand même tout un volet, comme dans beaucoup de professions, hein, mais un volet qui est plus administratif, et qui prend une part non négligeable. Donc tout cela doit être organisé de façon à réussir à gérer, eh bien, un emploi du temps, quotidien, hebdomadaire, annuel, bref, tout au long de l'activité. Pour, pouvoir gérer, toutes, ces compétences, je vous disais qu'il fallait une connaissance du milieu. La connaissance du milieu est importante parce qu'on a des relations au sein de sa profession, mais on a des relations interprofessionnelles également. L'activité, équine a cette particularité qu'on est souvent sur du cheval de sport, du cheval athlète. Alors évidemment, il y a du cheval de loisir aussi, mais il y a souvent beaucoup d'interlocuteurs. Donc vous allez avoir le maréchal, l'ostéopathe, le kiné, parfois le dentiste ou plus exactement le technicien dentaire équin qui doit intervenir dans un cadre très réglementé, mais qui sera à même d'intervenir pour un suivi régulier, des anomalies dentaires chez le cheval. J'ai bien dit suivi et pas forcément intervention. Tout cela est également très réglementé, mais ça fait tout un pool de personnes qui gravitent autour de l'animal. Le milieu des sports équestres est un milieu professionnel, où, vous allez avoir aussi, l'entraîneur, par exemple, la personne qui s'occupe, de l'animal, au quotidien. Ça peut être un groom, hein, quand on est dans les sports équestres à un certain niveau. Et donc, toutes ces personnes, eh bien, rentrent en ligne de compte dans la prise en charge de l'animal. De la même façon, on peut avoir des relations avec des associations. L'image de droite représente, un flyer du grand refuge, qui se trouve, dans l'Orne, qui est le grand refuge de la SPA qui accueille des équidés, hein. Ils ont 200 équidés, et là, par exemple, le vétérinaire va aussi intervenir pour des soins courants et aussi pour la gestion de ces animaux qui parfois sont récupérés, pas toujours dans un état enviable et qu'il faut requinquer, et remettre en forme. Donc, c'est aussi un autre volet de la profession. Donc, en résumé, eh bien, le vétérinaire, c'est le professionnel de référence pour les soins et la santé du cheval. Il y a d'autres professionnels avec lesquels on a des relations et des relations qui sont nécessaires, mais le vétérinaire reste un petit peu le point central ou le maillon, qui connecte tous ces professionnels divers et variés. Et il est donc très important d'être au fait des différentes réglementations pour les activités de chacun, pour son activité propre et de maîtriser la communication qui reste une des compétences majeures dans notre milieu et ce, quelle que soit l'espèce concernée. Alors, excusez-moi, si je passe maintenant, à un autre volet d'activité qui est en fait finalement mon corps de métier puisque je travaille en centre hospitalier universitaire vétérinaire. Eh bien, on va parler du praticien équin qui travaille plus dans une structure plus développée, c'est-à-dire une clinique de référé, et éventuellement avec une dénomination réglementaire telle que centre hospitalier vétérinaire
ou centre hospitalier universitaire vétérinaire. Alors l'activité, est de toute façon assez proche quand même de l'activité du vétérinaire généraliste, mais elle va être plus orientée vers la gestion de cas en seconde intention, puisque une grande partie des cas vont être référés. À un titre d'exemple, au sein du CHUV, d'Alfort, on a à peu près 60 de cas, qui sont référés, et qui vont être envoyés, parce que, eh bien, c'est des cas complexes. Pour la réalisation d'examens complémentaires, hein, vous voyez une très jolie image, 3D, de scanner de la colonne cervicale, qui est réalisée, au CIRAL, hein, qui est actuellement, notre centre délocalisé, en Normandie. Donc c'est une partie du campus équin normand. Ultérieurement, on va bientôt tous se retrouver là-bas, mais ça, c'est une autre aventure. C'est pas le cas actuellement, ça sera dans un an. Et donc on va réaliser des examens complémentaires, on pourra utiliser des techniques avancées d'imagerie, on pourra faire de la chirurgie. Alors il y a des choses qu'on peut faire sur le terrain en chirurgie, il y a des choses c'est plus compliqué, donc c'est mieux d'être en clinique et des soins intensifs, les soins intensifs actuels, et bien de ces animaux, et de ces équidés, se rapprochent très fortement des soins intensifs, qu'on réalise en pratique, de médecine humaine et donc il faut avoir un petit peu l'idée de ce qu'on est capable de faire. Alors pour vous montrer ça, je vous ai mis quelques illustrations. Alors en médecine interne, hein, alors vous voyez que le poney qui est présenté à gauche, a pas l'air très en forme, il est un peu maigre, hein, on peut le dire, on lui voit très bien les côtes. Donc ça fait partie des motifs de consultation, hein, pour des amaigrissements chroniques, des problématiques digestives. Puis parfois vous avez des choses, un peu sympas. Je vous parlais tout à l'heure des grands animaux, bah, alors voilà, celui-là c'est du poulain miniature, ou du poulain Shetland. Alors c'est pas très grand quand ça arrive, hein, dans mon souvenir, celui-ci, il faisait 7,5 kilos à son admission. Donc là, on rentre presque dans le petit animal, mais bon, ça se soigne à peu près pareil. D'autres exemples, hein, on a pas mal d'activités de néonatologie avec, des poulains qui ont des problématiques diverses et variées. On peut être amené à, leur faire des examens complémentaires. Vous voyez ici le poulain qui est passé dans un scanner. Alors là, c'est à l'école vétérinaire de Maison-Alfort, puisque, on est capable de passer des animaux, sur site en scanner jusqu'à un certain poids. Et donc, avec, par exemple, l'évolution de ce petit poulain aussi qui avait été pris en charge pour des problématiques, de plaies. Donc, au départ, il n'était pas très vaillant et puis vous voyez que avec, un peu plus en avant dans la prise en charge, on a récupéré un poulain qui commence à se déplacer normalement, donc c'est toujours très satisfaisant. Alors bien sûr, les poulains, c'est toujours, sympa. Par contre, ça nécessite des contraintes, non négligeables, d'un point de vue sanitaire, hein, parce qu'il faut faire attention, à ces animaux qui sont plus fragiles. En chirurgie, on fait également des activités variées. On va être amené, à réaliser des interventions chirurgicales, ce qui est toujours impressionnant chez le cheval, parce que c'est un animal de grande taille. On peut être amené à, intervenir, pour des traumatismes, hein. L'animal est un animal très sympa, mais parfois il a des réactions un peu surprenantes et ça peut se traduire par des traumatismes importants. On peut être amené à réaliser des chirurgies abdominales, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup à l'école, vétérinaire d'Alfort. Et puis, d'autres problématiques un peu plus rares, hein. À gauche, vous avez une petite ponette à qui il avait fallu enlever l'oreille parce qu'elle s'était fait croquer par un congénère. Pas mal de traumas, vous voyez que des fois, c'est un peu sanglant, bah, c'est des choses qui arrivent, il faut en être conscient. Et donc il y a parfois des moments, un peu compliqués. Dans les chirurgies, je vous parlais de chirurgie abdominale, hein, là, vous avez un très bel exemple, d'animal qui était pris en charge en soins intensifs, il y a maintenant, quasiment 6 ans, je pense, et ce poney présentait des coliques chroniques et présentait des coliques chroniques parce qu'il avait un abcès intra-abdominal sur un intestin. On a pu retirer, le morceau d'intestin, l'abcès, gérer la péritonite, et ce poney, a pu évoluer. Alors à un moment donné, il nous a fait des trucs un petit peu bizarres. Ça, c'est l'objectif du film que je vous montre. Voilà ce qu'il a fait. Donc en fait, il a réalisé ce qu'on appelle une salutation au soleil parce qu'en fait, il avait mal à l'estomac et ça, c'est des petites choses un peu particulières, qu'on peut observer, chez les animaux, qui ont mal, à l'estomac. Et on les observe très, très fort en post-opératoire parce que, voilà, vous voyez? Le geste, ça, j'ai encore un petit peu mal à l'abdomen mais il a très bien évolué, et ce poney, depuis plusieurs années maintenant, a repris sa vie et pourtant c'était pas gagné sur le papier. Alors quand on est, vétérinaire équin et qu'on doit faire, de l'anesthésie ou de la chirurgie,
eh bien, on peut être amené à endormir, les chevaux et c'est quelque chose qui est toujours, qui peut être assez impressionnant. C'est pour ça que je voulais vous montrer, à quoi ça ressemble parce qu'on s'en rend pas forcément compte. C'est un grand animal à gérer. Donc là, vous voyez que le cheval est en train d'être couché. Donc on le fait de façon sécuritaire, de façon à ce que, il n'y ait pas, de chute, violente. Alors, sur 500 kilogrammes, on contrôle pas toujours ce qu'on veut, hein. Mais là, vous allez voir, que c'est une jolie démonstration, de couchage en douceur. Vous voyez que l'animal a reçu, l'injection qui va complètement l'anesthésier, qui commence, à se laisser aller et vous avez, 3 vétérinaires qui sont en train de le guider de façon à ce que le couchage se passe en douceur, en essayant de faire en sorte que ça se passe bien. Vous voyez que ça nécessite une certaine maîtrise de façon à faire en sorte d'arriver au résultat escompté, qui est arrivé ici. Ensuite, l'étape d'après, bah, c'est de passer une sonde. Ça, c'est pour vous montrer la taille d'un tube endotrachéal chez un cheval. Vous voyez que par rapport à l'échelle de la main, on est quand même sur du matériel conséquent, mais c'est normal, c'est un grand animal. Une fois qu'il est anesthésié, intubé, eh bien, on le déplace sur la table, de façon à le mettre en position, pour, l'intervention. Alors là, forcément, il faut un treuil, hein, on n'est pas en train de le porter à la main. Les poulains, ça se porte à la main, les grands animaux, ça se porte pas à la main. Et puis, quand on a fini l'intervention, il y a quelque chose qui s'appelle le réveil. Alors le réveil chez le cheval, c'est toujours un point, important parce que, bah, le cheval, c'est pas un animal, qui comprend tout ce qui se passe, puis surtout il est craintif, hein, c'est un animal grégaire, c'est pour ça qu'il fait des traumatismes aussi régulièrement. Alors quand il doit se réveiller après une anesthésie générale dans une salle avec des murs colorés, un sol souple pour pas qu'il se fasse mal, mais du coup qui est pas parfaitement stable, et parfois, bah, il a mal, donc même avec les analgésiques qu'on lui reçoit, ça peut être un petit peu sport. C'est l'occasion de moments en équipe, assez intéressants et puis on est tous contents quand ça se passe bien et je vous mets ici, en exemple, bien mon activité d'hier soir. Donc c'est une jument qui s'est fracturée et qu'on a en fait, réveillée, dans un hamac. Donc ça aussi, c'est un peu sport, mais ça fonctionne très bien quand, l'animal est coopératif et qu'on maîtrise le process et en fait, avant de le faire, on leur explique un petit peu ce que c'est. Donc, la photo en haut à gauche représente l'habituation. C'est-à-dire qu'on lui a mis le harnais avant dans son box pour qu'elle sache ce qui allait se passer, qu'elle allait avoir des choses au-dessus de sa tête et qu'elle soit un peu moins surprise quand elle serait dans ces conditions-là, suite à une anesthésie générale, avec une conscience qui n'est pas encore complètement récupérée. Mais tout s'est très bien passé, donc maintenant on croise les doigts pour la suite. Dans les, différentes spécialités, en médecine vétérinaire, il y a également de la médecine sportive. On peut être amené à regarder les animaux à l'exercice. Alors ce cheval-là est en train de réaliser il a un sulky, hein, c'est un cheval de course. Il est en train de réaliser un exercice, vous voyez, avec des copains pour être en conditions réelles, mais en fait, il a un endoscope, dans le nez, et on enregistre en même temps l'image pour voir ce qui se passe au niveau des voies respiratoires. Donc ça s'appelle une endoscopie embarquée. Vous voyez l'endoscope, si vous regardez bien la tête, vous voyez qu'il a voilà, on voit l'endoscope, dans le nez sur le fond, bleu quand il passe devant le ciel et donc ça permet d'évaluer les voies respiratoires en conditions réelles. On fait également des activités, de reproduction, donc on s'occupe des petits poulains, pendant le poulinage, après le poulinage pour le suivi, et la croissance, initiale et puis ensuite, on voit comment ça se passe, parce qu'il y a des affections qui sont liées à la croissance chez l'animal, bien entendu. Et le vétérinaire peut également intervenir dans des conditions un peu particulières. Alors là, je vous ai mis 2 exemples. Alors le vétérinaire pompier, donc parfois on intervient dans un cadre urgentiste, hein, comme je vous disais, il peut y avoir des accidents. Là, vous avez un exemple d'un cheval qui est, tombé dans une rivière et qui a été, sorti de la rivière avec l'aide des vétérinaires. Même chose ici, en bas chez cet animal qui était tombé dans la forêt de Fontainebleau. Alors la forêt de Fontainebleau, pour ceux qui connaissent, il y a des grands rochers, c'est très sympa pour faire de l'escalade. Par contre, il y a des trous et lui, je ne sais pas comment il avait fait, mais il avait réussi à aller se coincer, dans les rochers et donc on avait, à l'époque, prêté un harnais, au vétérinaire qui s'en était occupé. Il nous avait gentiment envoyé des photos de l'intervention et du cheval qui s'en était sorti finalement sans dommage. Donc celui-ci a eu de la chance. On peut également être vétérinaire sur événements sportifs. Alors ça fait partie en particulier de mon exercice parce que je suis vétérinaire officielle du point de vue de la Fédération équestre internationale et donc j'interviens, régulièrement sur des événements, que ce soit pour le cadrage sanitaire ou de la prise en charge, de l'ensemble de l'équipe vétérinaire, pour les secours ou, eh bien, comme vétérinaire traitant sur le terrain. Alors, c'est toujours, quelque chose qui est une organisation très particulière, vous pensez bien que les jeux olympiques se profilant, tout ça est en train de se mettre en place. Mais c'est également des super moments d'équipe, ça reste des très bons souvenirs, et c'est aussi un volet important, hein, de la sécurité, des animaux dans toutes leurs activités. Donc c'est très organisé.
À l'occasion, on fait des choses un peu rigolotes. Là, évidemment, vous aurez observé immanquablement que ce ne sont pas des chevaux, mais parfois on va être amené à intervenir sur des grands animaux. Alors récemment, j'ai fait un dromadaire aussi, ça c'était aussi très sympa, mais j'ai pas pu rajouter les photos là. Mais on peut intervenir voilà, dans des centres de faune sauvage. De par nos capacités de gestion des grands animaux, eh bien, ça peut être pour des chirurgies, ça peut être pour des examens complémentaires d'imagerie par exemple. Et là, vous voyez l'exemple de Sereine qui avait un souci de hanche et qu'on avait opéré. Alors lui, il était vraiment, vraiment sauvage. Donc, dans ces cas-là, ces animaux-là, on fait le moins de manipulation possible parce que ça les stresse énormément. Et donc, il faut anticiper la façon dont on va gérer les soins post-opératoires, la façon dont on va faire le bandage, parce que là, on va pas refaire le bandage 2 fois par jour, c'est pas possible. Et tout ça, voilà, ça s'anticipe. Et puis là, à droite, vous avez l'exemple de Florian, il s'appelait Florian, ce zèbre, qui avait trouvé la bonne idée d'aller combattre un rhinocéros, ou en tout cas de l'embêter jusqu'au moment où le rhinocéros a décidé que ça suffisait. Et puis, bah, voilà, qu'il y a eu un petit accident qu'on a géré et qui va très bien. Ça fait déjà quelques années, mais il a complètement récupéré. Donc voilà un peu des exemples d'autres activités. C'est pas tous les jours, mais c'est assez notable pour être souligné. Alors, je vais terminer par un petit point sur les risques professionnels. J'ai commencé en préambule par vous expliquer qu'un cheval, c'était pas un chien. Alors c'est évident du point de vue espèce, mais c'est très important à comprendre du point de vue de la gestion, parce que ça ne se gère pas du tout de la même façon au sein de la pratique professionnelle. De la même façon que si, certains parmi vous sont cavaliers, eh bien, normalement on vous explique, hein, les positions à ne pas prendre et les endroits où on peut se mettre vis-à-vis d'un cheval, et c'est important d'y penser parce que parfois on oublie, hein, quand on est jeune. Moi je suis également cavalière, hein, mes enfants sont cavaliers et je vois parfois des choses en centre équestre qui me font très peur. Parce qu'en fait, je sais ce qui peut se passer. Un cheval est assez imprévisible et donc ça fait 500 kilos en moyenne. L'animal, peut être effrayé facilement. Il peut être très réactif à des moments où on s'y attend le moins. Donc les conditions de travail également du praticien équin qui va être itinérant sur le terrain, qui va faire beaucoup de kilomètres, qui va faire beaucoup d'examens, qui va parfois travailler tard, qui va parfois intervenir en urgence, qui pour faire des radiographies pourra être amené à déférer les chevaux, font qu'il y a des risques, spécifiques à cette pratique dont il faut être conscient. En 2004, il y a eu une thèse vétérinaire sur le sujet et il y a eu, une étude dans le milieu vétérinaire en 2013 et un rapport, de l'association des vétérinaires anglais, en 2017 qui est très intéressant parce qu'il reprend vraiment des statistiques. Et encore récemment, j'ai vu passer une statistique, sur, les étudiants vétérinaires en école vétérinaire. Il était rapporté que le risque de blessure supérieure était lors d'activités équines, ce qui n'est pas étonnant parce que l'ensemble des étudiants vétérinaires sont exposés à l'activité équine pour leur formation, mais ne sont pas tous cavaliers. Et donc, la prise en compte des risques professionnels et l'écoute des informations qui sont données par rapport à ces risques professionnels est primordiale. Donc, les vétérinaires qui ont une pratique équine ont, dans leur vie en moyenne, eu un accident à 70%. La moyenne, de l'étude, hein, anglaise là, c'était, 7 à 8 blessures sur 30 ans. Alors moi je touche du bois parce que j'en suis pas encore là, mais bon, c'est pas fini. Les localisations préférentielles, c'est le bras et la tête et dans 70 des cas, c'est des coups de pied, évidemment. Mais parfois, les positions de sécurité, on les oublie. Vous avez ici, des 2 conditions d'exercice qui sont imagées. On est parfois, obligé de faire des palpations transrectales parce que c'est un examen classique et de pratique courante, en pratique équine. Il faut prendre des précautions, de façon à limiter les risques d'accident. On n'a pas toujours, ce qu'on appelle un travail pour mettre l'animal et se protéger. Et donc là, vous voyez que le vétérinaire fait tenir un pied, du cheval et est très attentif à ce qui se passe. Et de la même façon, pour pouvoir palper, un animal, avant de toucher, hein, le jarret d'un cheval, on prévient. Parce que si on touche le jarret d'un cheval et qu'en plus on s'est mis dans l'axe derrière et qu'on l'a pas prévenu, eh ben, il peut avoir une réaction, non prévisible, donc violente, et c'est vous qui êtes dans l'axe. Et ça peut très bien marcher quand on est en train de brosser la queue d'un cheval et qu'il y a une mouche qui l'embête sous le ventre. Donc ça, c'est, une petite référence à ce qu'on voit parfois en centre équestre. Et dans 15,3 des cas, il y a des séquelles. Alors, évidemment, ces chiffres n'ont pas pour, vocation de vous, amener à ne pas être vétérinaire équin si tel est votre souhait. C'est simplement une prise de conscience et la prise de conscience est nécessaire parce que il faut respecter les conditions de sécurité, il faut communiquer avec les personnes présentes parce que quand vous intervenez sur un animal, vous êtes responsable de vous-même, mais vous êtes aussi responsable des gens autour. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre ça et je vais vous imager ça par quelque chose qui s'est passé, pour le coup dans nos murs, hein. C'était il y a très longtemps, dans notre, structure, en Normandie.
et regardez bien le film. Alors, c'est rarissime, hein, mais c'est important de savoir que ça peut arriver. C'est lié à une condition d'exercice spécifique. Si vous avez bien vu rapidement, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, je vais vous le passer maintenant au ralenti et regardez bien. C'est un examen sur tapis roulant. Donc, c'est une endoscopie embarquée comme tout à l'heure, mais là, elle est réalisée sur tapis roulant. Donc, tout se passe très bien. Et le cheval va reculer. Le cheval reculant, la personne qui le tient, comme elle ne regarde que l'image, elle ne va pas faire attention. Et là, elle met le pied sur le tapis roulant et elle passe sous le cheval, qui heureusement est très intelligent et ne la touche pas. Donc il n'y a pas eu de conséquences. Il aurait pu en avoir. Et ça, c'est en gros un bête moment d'inattention. Et si je fais ça, c'est pour souligner l'importance de l'attention de tous les moments, parce que ça reste des très grands animaux. Ça n'enlève rien au fait que bah, si je fais ça, c'est que personnellement, j'aime ça. Sinon je ferais autre chose. Que ce sont des moments généralement partagés en équipe, qu'il y a des relations privilégiées avec des professionnels, avec des propriétaires, et que même si, comme toute pratique médicale, eh bien, on n'arrive pas toujours à obtenir ce qu'on veut. On reste évidemment dans de la science médicale, hein, donc on n'est pas en train de soigner des voitures, hein, c'est pas on change le carburateur et tout est réglé. Malheureusement, des fois, eh bien, il y a des décisions tristes à prendre. Eh bien, ça reste quand même un métier de passion et un métier qui implique qu'on travaille tous ensemble. Et donc, pour arriver potentiellement à ça, il y a un cursus hein, qui vous est présenté dans une autre conférence. La dernière année de formation implique de choisir ce qu'on appelle une dominante. Cette dominante peut être équine ou mixte équine-canine. En tout cas, ce sont les deux dominantes actuellement présentées à l'école vétérinaire d'Alfort. Il peut y en avoir d'autres ailleurs. Quand on veut se spécialiser un petit peu, on va faire un internat, hein, on va faire mon cursus que je vous ai présenté. Et puis ensuite, il y a d'autres filières de spécialisation, comme par exemple des résidences dans différents domaines. Attention, les places sont limitées. Et puis, il faut comprendre que ben, c'est 3 ans de plus minimum et qu'il faut vouloir y aller. Après, c'est une activité particulière qui, personnellement, moi, me plaît. Donc, il ne faut pas hésiter si vous avez envie d'aller dans cette direction-là. En ce qui concerne les internats, par exemple, tous les ans, on fait des campagnes d'explication hein, sur ce que c'est et à quoi ça sert. C'est en fait une année d'approfondissement finalement. Et il y a un certain nombre de places en école vétérinaire française qui sont actuellement en augmentation. Donc, ça fait partie des voies d'évolution possibles après un cursus vétérinaire classique. Et sur ce, eh ben, je vous remercie pour votre attention et je peux répondre à l'ensemble des questions qui certainement sont présentes suite à tout ce que je vous ai raconté. Parfait. Bah, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, j'ai recueilli plusieurs questions. Tout d'abord, 3 questions sur le vétérinaire qui exerce notamment dans l'armée. Quel Oui. est son rôle et comment se déroulent les études avec le service de santé des armées? Alors, premièrement, c'est pas ma spécialité, mais je peux dire 2-3 choses. Alors, le vétérinaire de santé au niveau des armées, en fait, il va d'abord faire un cursus normal, c'est-à-dire qu'il va être vétérinaire, il va passer son doctorat vétérinaire, et ensuite, il va rentrer effectivement, en fait, il est engagé par l'armée. Euh, à ma connaissance, il peut y avoir une espèce de superposition des cursus quand on veut s'engager dans cette voie, puisque j'ai déjà eu des étudiants qui étaient dits réservistes, par exemple pour la garde républicaine. Et à ce moment-là, eh bien, ils vont faire des périodes de stage dans ces effectifs-là. Et parfois, ils font déjà en quelque sorte des périodes d'immersion, souvent en été, au sein de ces équipes, parce qu'ils ont en perspective le fait d'aller travailler dans ces équipes après. Mais effectivement, on est engagé par le service de santé des armées, donc on devient militaire hein, à ce moment-là. Ensuite, quelles sont les activités? Eh bien, pour ce que je connais, par exemple, pour l'activité au sein de la garde républicaine avec lesquelles nous avons une relation privilégiée, eh bien, vous allez avoir une activité de suivi de l'effectif, donc tout ce qui est soins classiques, hein, on a parlé de vaccination, vermifugation, prévention, gestion de l'alimentation. Vous allez avoir une activité qui est de recrutement de ces effectifs, parce que les chevaux de la garde républicaine, par exemple, ont un effectif donné qui tourne régulièrement. Ces chevaux sont mis en retraite au bout d'un certain moment ou sont réformés par exemple pour problèmes médicaux. Et à ce moment-là, eh bien, ils ont une voie de sortie. Ils peuvent être adoptés par des cavaliers, ils sont adoptés par des particuliers. Il y a différentes voies de sortie. Et donc, eh bien, quand il y a des chevaux qui s'en vont, il faut qu'il y ait des chevaux qui arrivent. Donc,
on réalise du recrutement avec des visites d'achat qui sont réalisées. Ensuite, il y aura une activité de soins pour suivre cet effectif au quotidien, de façon à pouvoir faire du soin standard, du suivi médical, parfois des petites interventions chirurgicales. Enfin bref, il y a différentes choses qui peuvent être faites. Et puis, vous avez aussi un volet sanitaire, parce que comme vous êtes vétérinaire désarmé, vous pouvez être amené à suivre des effectifs de chiens également. Vous pouvez être amené à partir en mission sur des centres opérationnels, hein. J'ai un collègue là qui y est actuellement sur des centres opérationnels pour gérer tout ce qui est sanitaire, c'est-à-dire qualité des approvisionnements d'alimentaires, par exemple, pour des militaires qui sont en exercice à l'étranger, qualité de l'eau, tout ça, ça fait partie des opérations qui sont associées à cette fonction. Très bien. Ensuite, sur les régions d'exercice du vétérinaire équin, est-ce qu'il y a certaines régions où la pratique donc d'être vétérinaire équin n'est pas suffisante et il faut absolument s'occuper d'autres animaux? Alors, si on reprend la carte, je peux faire ça rapidement. Vous l'avez toujours en projection, le dire? Absolument. OK, bon, je vais essayer de remonter si je suis désolée, il y a des films, donc ça prend un petit peu de temps. Mais si on reprend la carte parce que c'est plus facile, voilà. Si on reprend la carte, globalement, vous voyez qu'il y a quand même, des chevaux, à beaucoup d'endroits et surtout que si on superpose les cartes, hein, ce que je n'ai pas fait, il y a assez peu d'ailleurs, je suis en train d'essayer de le faire rapidement, mais à part un là, peut-être Lyon, mais il y a assez peu de départements où finalement c'est blanc, quand on superpose les différentes activités. Alors évidemment, on voit bien les bassins d'activité. Hem, Moi, ce que je pense, c'est que l'activité mixte, effectivement, donc à prédominance équine ou au moins d'avoir des compétences équines, est assez importante parce qu'on a de plus en plus de particuliers qui ont leur cheval dans le jardin. C'est assez caricatural, mais ça donne une idée, et que donc il faut être capable, de pouvoir soigner un équidé de temps en temps. Après, vous voyez très bien les grands bassins où, il y a la majorité, de l'activité équine, mais j'ai quand même l'impression que ça se généralise un petit peu sur le territoire. Très bien. Ensuite, une autre question. Est-ce que la formation équine fait partie de la formation rurale? Non, c'est différent. Donc, si on s'intéresse à ce qu'on appelle, la dominante, donc la dominante qui est choisie en dernière année, eh bien, vous allez choisir soit une dominante rurale, soit une dominante équine. Mais il est parfois possible de faire une dominante mixte. Nous, on l'a fait une année, à l'école vétérinaire d'Alfort. On l'a pas refait dans les 2 dernières années qui viennent de passer pour des raisons d'effectifs, en fait, de gestion, à la fois des locaux et des personnels encadrants. C'est quelque chose qui se fait, par exemple, à l'école vétérinaire de Lyon, et c'est peut-être quelque chose qui se refera à Alfort, ça, c'est à réfléchir. Mais, ce qui est possible de faire, par contre, c'est, par exemple, quand on fait une dominante, rurale, eh bien, au sein de cette dominante, vous avez un stage à effectuer, chez des vétérinaires qui est de entre 4 et 8 semaines et ce stage-là peut être réalisé dans des pratiques mixtes pour justement faire également une activité équine, au sein de la formation, si on n'a pas choisi la dominante équine, dans ce cas-là. Par ailleurs, quand vous avez une dominante équine, avec mixte, c'est-à-dire avec de la canine, ça c'est ce qui a été fait les 2 dernières années à Alfort, eh bien vous avez des cours théoriques d'équine qui sont assez poussés, même s'ils sont structurés en, niveau équine exclusive et niveau équine mixte, mais ça permet d'avoir un bon support aussi, de base, sur ce plan-là. Je ne sais pas si ça répond à la question? Si c'était clair, parfait. OK. Peut-on envisager de devenir vétérinaire équin même si on n'a jamais fait d'équitation? Alors ça, c'est une question qui revient tous les ans. Je pense que oui. Moi, j'ai déjà vu des gens qui étaient pas cavaliers. Simplement, il faut comprendre que ce sera plus difficile. Ça, on faut pas se voiler la face. Pour plein de raisons. 1°, parce que l'abord d'un cheval ne se fait pas comme l'abord d'un chien. Un chien, bah, vous il y a beaucoup de gens qui ont été en contact avec des animaux de compagnie quand même, hein, au sein, soit de leur famille, soit de connaissances. Comme je vous ai bien expliqué à la fin de la présentation, le risque professionnel vis-à-vis d'un cheval est quand même non négligeable. Donc, 1°, savoir se mettre en sécurité vis-à-vis d'un cheval, c'est pas forcément, c'est pas inné d'ailleurs, c'est pas forcément inné, ça n'est pas inné. Il faut savoir où se situent les zones de danger, il faut savoir comment réagit l'animal. Donc évidemment, c'est plus facile quand on a été en contact avec un cheval. Pour pallier ce que je viens de dire, nous à l'école vétérinaire, en clinique équine, on reçoit l'ensemble des étudiants
des promotions. Donc, les étudiants en 5e année vont tous passer, alors qu'il y en aura peut-être 25 ou 30 qui feront la dominante équine. Et la majorité de ces étudiants n'ont pas d'expérience avec l'équitation. Et on suscite des vocations, c'est-à-dire qu'il y a des gens après qui se disent, bah, finalement, le cheval, quand j'ai compris comment ça marche, eh ben, c'est pas si mal, et peut-être que j'aimerais bien faire de la mixte plus tard. Donc c'est pas, je pense que c'est pas du tout fermé, ça sera simplement plus complexe parce qu'il faut acquérir ces notions de base. Et outre ces notions de base, eh bien, il faut aussi acquérir la connaissance du milieu, qui est autre chose que je vous ai précisé. C'est évidemment plus facile quand on est cavalier, qu'on sait ce que c'est qu'un vétérinaire équin, qu'on sait ce que c'est qu'un coach, qu'on peut-être on a fait des concours et donc on a vu comment on gérait des animaux en déplacement, mais je pense que c'est pas impossible. Très bien, merci. Ensuite, sur les spécialisations, est-ce qu'en tant que vétérinaire équin classique, donc sans internat ni résidana, on peut exercer dans tous les domaines, comme par exemple la chirurgie, l'ophtalmologie, où il faut absolument se spécialiser pour réaliser ces... Alors, à l'heure actuelle de l'évolution de la pratique vétérinaire, avec, on est quand même fortement orienté vers une spécialisation. Dans l'absolu, oui, on peut, mais encore une fois, ça sera plus compliqué. Parce que, le cursus actuel de formation en école vétérinaire forme à un vétérinaire généraliste. C'est l'objectif du référentiel de compétences. Ce qui veut dire qu'en ophtalmologie équine, par exemple, qui est assez encore plus un domaine, précis, eh bien, le nombre d'heures de formation sera limité. Alors, c'est la raison pour laquelle, un certain nombre de personnes qui se destinent à l'activité équine et en particulier à l'activité équine exclusive, choisissent de faire un internat. Hem, on peut ne pas en faire. Il y a des A6 qui sortent et qui vont directement en pratique, hein, et je pense que c'est possible. Par contre, si on est intéressé dans ces domaines de compétences plus spécifiques que sont la chirurgie et l'ophtalmologie, il faudra impérativement faire ce qu'on appelle de la formation continue professionnelle derrière. On ne peut pas, en tant que, A6, donc 6e année, ayant obtenu son diplôme et sortant sur le terrain, directement se dire: «Je vais faire de l'ophtalmologie équine et je vais savoir tout gérer». Ça, c'est sûr que non. Par contre, on peut soit effectivement faire de la formation complémentaire, il y a des formations complémentaires qui existent, soit aller travailler dans une structure équine où vous avez déjà un vétérinaire qui s'intéresse plus particulièrement à ce domaine-là et qui va vous former. Ça s'appelle du compagnonnage, hein, et c'est aussi un des principes de base de notre, profession. Très bien, merci. Avant la 6e année donc de spécialisation en équine, est-ce qu'il y a des choses mises en place pour pratiquer plus de l'équine avant? Alors oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc au sein de la, formation vétérinaire, vous avez des formations théoriques, qui abordent le secteur, enfin l'activité équine, et on va commencer à peu près, en 2e année, et puis, ensuite, donc ça sera surtout de la théorie et de l'abord du cheval. Ensuite, vous allez avoir des activités en 3e et 4e année qui seront des cours théoriques, des TD, de la mise en situation sur des cas cliniques et quelques TD, permettant, eh bien, les examens, l'examen physique, l'examen, locomoteur du cheval. Une fois que ça c'est fait, on arrive en 5e année. La 5e année, là, c'est vraiment, l'année, principale, où vous allez être mis en situation en équine puisque vous avez actuellement une rotation de, 5 semaines, enfin, entre 4 et 5 en fonction de comment c'est structuré, qui est vraiment une rotation clinique, où, eh bien, vont être abordées un grand nombre de notions et en particulier des notions pratiques avec des travaux pratiques, des travaux dirigés et cetera. Quand on s'intéresse plus spécifiquement à l'activité équine, en parallèle du cursus vétérinaire, vous avez des possibilités, d'imprégnation supérieure, si je peux employer ce terme, de la pratique équine via les associations. Alors, les associations professionnelles, je vous ai parlé de l'AVEF, hein, dont je fais partie, ont des antennes dites juniors dans les différentes écoles vétérinaires qui vont organiser des activités complémentaires avec éventuellement, des visites de structure, avec, des activités complémentaires comme des TP encadrés par des enseignants, et ça permet de faire des activités équines, avant cette fameuse 5e année si on est intéressé. Très bien. Maintenant, sur les écoles vétérinaires françaises, laquelle conseillez-vous le plus pour devenir vétérinaire équin? La question piège. Alors en ce qui concerne, actuellement les activités équines qui sont fortement développées, vous en avez
Alors, je vais prendre de gauche à droite, comme ça, il n'y a pas de jaloux, c'est-à-dire de l'ouest en est. Vous en avez beaucoup à l'école vétérinaire de Nantes, vous en avez beaucoup à l'école vétérinaire d'Alfort, avec en particulier le double site qu'on a, hein, parce qu'on a un site en Normandie qui va bientôt accueillir l'ensemble de nos activités, puisqu'on est en train de construire un très gros hôpital sur le site normand. Vous en avez beaucoup à Lyon. L'activité actuellement qui est un peu moins développée en pratique équine, c'est sur l'école vétérinaire de Toulouse. Très bien, merci. Ensuite, concernant votre cursus à vous, pourquoi avoir fait un internat en Belgique et pas en France? Ah, c'est aussi une très bonne question. Alors, c'était il y a longtemps. Donc, à l'époque, en 98, les grosses structures, équines, en France étaient moins développées qu'ailleurs. Il y en avait moins en nombre et en taille et d'autre part, il y avait très peu de ce qu'on peut appeler, un internship ou internat privé, hein, ça dépend, quel terme on prend. C'est-à-dire une formation complémentaire, type internat en grosse structure, puisque ces grosses structures, de toute façon, n'existaient pas. Donc c'était soit les internats en école vétérinaire, soit internats dans des grosses structures qui existaient à l'étranger et donc c'est l'option que j'ai choisie. J'ai choisi d'aller, me former à l'étranger parce que j'ai ciblé une structure qui, à l'époque, faisait beaucoup de chirurgie, ce qui était finalement, la discipline à laquelle j'avais été moins exposée pendant mon année d'internat à l'école vétérinaire et pour moi, ça faisait, le pendant, hein, et ça me permettait de compléter, cette formation. L'autre chose qui est importante à prendre en compte, c'est que la formation, en pratique équine était également beaucoup moins développée, à l'époque où j'ai fait mes études. À l'époque où j'ai fait mes études, on avait, une petite semaine de cours communs, en pratique équine, on avait quelques semaines de stage, on avait un certain nombre de consultations, mais qui n'a absolument rien à voir avec le cursus actuel, avec, le nombre, d'informations qui vous sont apportées et avec l'organisation et les relations qu'il y a avec la profession. Donc si c'était à refaire aujourd'hui, peut-être que je ne partirais pas à l'étranger. Il se trouve que, ce faisant, en faisant ce choix-là, je suis tombée dans le chaudron de la chirurgie et j'en suis pas ressortie. Bon ça c'est, c'est l'aléa, de la vie, hein. Moi à l'origine quand je suis partie en Belgique, j'avais dit: «Je fais mon internat, je complète ma formation, je reviens en France, je m'installe et je travaille». Vous voyez que les choses, ne sont pas toujours ce qui est prévu. Merci beaucoup. Ensuite, est-ce qu'il existe des pénuries de vétérinaires équins dans certaines spécialités? Alors, oui, c'est-à-dire qu'actuellement, en pratique vétérinaire équine, on est un peu juste. On a beaucoup de collaborateurs qui cherchent enfin plutôt de structures qui cherchent des collaborateurs, parce que, on va dire que l'organisation de la profession change. Vous avez, pu constater, si on vous en a fait la présentation dans les aspects démographiques, qu'il y a beaucoup de femmes chez les vétérinaires. Qui dit beaucoup de femmes dit à un moment donné, peut-être un congé maternité. Ça impacte une entreprise, et puis les évolutions sociétales sont telles que même si un vétérinaire équin travaille toujours beaucoup, ça, il faut pas se voiler la face, hein, faut en être conscient, et bien, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Si on veut savoir s'arrêter, prendre des vacances, prendre du repos, beh, il faut plus de monde, hein, c'est mathématique, et donc il faut plus de monde dans les structures, et c'est la raison pour laquelle, vous avez, des structures qui grossissent avec un nombre supérieur de vétérinaires pour essayer de pallier à la demande du terrain et de gérer, l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Donc, actuellement, c'est un petit peu tendu côté vétérinaire équin. C'est des choses qui vont peut-être évoluer parce que, bon là, on est en train de parler des écoles vétérinaires françaises, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des écoles à l'étranger, qui ont commencé il y a quelques années, qui forment des vétérinaires et puis dans quelques années, ça veut dire qu'il y a des vétérinaires, étrangers, formés, en Europe, c'est déjà le cas, hein, ça commence, qui vont arriver sur le terrain et qui vont renflouer ces effectifs. En spécialisation, qui est quelque chose de beaucoup plus, spécifique, c'est le cas de le dire, on a une pénurie actuelle, du côté des chirurgiens. OK, très bien. Ensuite, sur la formation, pour travailler avec des chevaux de course et de compétition, est-ce qu'il faut avoir une formation complémentaire que de devenir, vétérinaire équin? Alors attendez, est-ce qu'on parle de ce que j'ai présenté du côté vétérinaire FEI ou est-ce qu'on parle de l'activité professionnelle en général? Je pense qu'il parlait de l'activité, en général. En général. Alors non, en fait, c'est quelque chose qui se fait, au fur et à mesure
du début de carrière, en fait. Ça dépend un peu de là où on va aller travailler. La spécialisation, d'ailleurs, c'est pas de la spécialisation en tant que telle, mais le fait de travailler plus ou moins avec telle ou telle population de chevaux va beaucoup dépendre de l'endroit où vous travaillez. Il n'y a pas besoin de formation complémentaire, c'est des choses qui sont abordées dans la formation et puis qui vont se faire au sein du compagnonnage, au sein de la structure où vous allez travailler, parce que, en fait, comme c'est l'activité prédominante, bah oui, quand vous travaillez avec les chevaux de course, vous allez faire peut-être plus de problématiques respiratoires et de problématiques de boiterie que de problématiques de problèmes intestinaux. Et encore, ça se discute. Mais effectivement, ça va s'orienter de par la structure et la clientèle à laquelle vous êtes exposé. Très bien. Comment se passe la formation équine à Alfort avec le site du CIRAL? Est-ce que les étudiants vont en Normandie pendant le tronc commun ou est-ce après la spécialisation? Et est-ce que c'est pénalisant de ne pas l'avoir sur le site principal de l'école? Bon, premièrement, ça va changer. On va commencer par la base. À partir de l'année prochaine, eh bien, les étudiants qui sont effectivement en tronc commun, c'est-à-dire en 5e année, avant la dominante, eh bien, pour les 4 premiers mois, vont faire leur formation équine sur le site alforien et pour le reste de l'année, vont faire leur formation équine sur le site normand puisque, la clinique équine actuelle va déménager et l'ouverture de l'hôpital en Normandie est prévue au 6 janvier 2025. Ce qui veut dire que les promotions ultérieures feront leur formation de A5 en Normandie. Toutes les activités équines seront recentrées sur le pôle équin normand, de façon à avoir une complémentarité des équipes et une mutualisation des équipements. Et puis, comme je vous disais, on construit un très gros hôpital. Alors, on n'a pas construit qu'un très gros hôpital, on a construit une résidence étudiante. Donc, les étudiants seront accueillis là-bas, les logements sont déjà quasiment terminés. Ça sera pour le tronc commun et les étudiants effectivement se déplaceront, iront faire leurs 4 à 5 semaines de formation là-bas et reviendront ensuite. Pour ce qui est de la dominante, actuellement, elle est réalisée sur les 2 sites en alternance, de la même façon que l'internat, hein, d'ailleurs, et donc à terme, eh bien, tout sera réalisé sur le site normand. Très bien. Et on a une dernière question sur, il voudrait avoir plus de précisions sur le compagnonnage. Le compagnonnage, c'est un principe. Le compagnonnage, c'est que quand on va travailler dans un métier, eh bien, on apprend un certain nombre de choses, de par le référentiel de compétences, qu'on suit. On apprend un certain nombre de choses dans, les activités cliniques auxquelles on est exposé et avec les encadrants, qui s'occupent de vous. Et puis, il y a tout ce qu'on apprend sur le terrain. C'est la différence, de façon très schématique entre la théorie et la pratique, c'est-à-dire entre, l'apprentissage et la vraie vie. Et donc le principe du compagnonnage, c'est que vous allez sortir avec un pool de compétences que vous allez savoir mettre en pratique, mais qui vont être modulées de par votre exercice professionnel et puis qui vont être complétées par votre exercice professionnel via des échanges avec les autres vétérinaires plus expérimentés avec lesquels vous allez travailler. Et donc, l'importance de ce compagnonnage est plus ou moins développée selon finalement votre pool de connaissances de départ, ce avec quoi vous arrivez, selon les personnes avec qui vous allez travailler, selon la pratique que vous allez réaliser, parce que on n'a pas forcément besoin du même niveau technique quand on travaille en tant que vétérinaire généraliste ou quand on travaille en tant que vétérinaire dans une grosse structure où potentiellement on a des spécialistes et on est amené à envoyer des chevaux vers ces spécialistes. Donc c'est très variable. Mais le principe général du compagnonnage, c'est l'échange entre les jeunes qui sortent et les anciens qui ont déjà du métier. Il peut commencer assez tôt, hein, il commence dès les stages qu'on fait en pratique vétérinaire au sein de son cursus de formation. Il commence dans la 6e année parce que c'est lors de cette dominante, vous avez un stage qui est de longue durée et c'est vraiment là que parfois des liens se créent. Il peut se faire quand vous faites des stages libres en plus sur votre temps libre. Moi, c'est quelque chose que j'avais énormément fait. Et c'est comme ça qu'on crée déjà des relations professionnelles, hein. Et puis il peut se faire dans certaines écoles où vous avez parfois des notions de tutorat qui sont mises en place. Alors c'est assez peu mis en place en équine, par contre c'est pas mal mis en place au niveau de la pratique rurale, où finalement une partie de la fin de la formation de l'apprenant, donc de l'étudiant vétérinaire, va se faire chez un praticien déjà. Donc c'est tout ça, la notion de compagnonnage. Très bien. On prend peut-être encore 2 questions qui viennent d'arriver dans le chat, si ça vous va? Oui, bien sûr. Très bien. Alors, est-il possible de réaliser une spécialisation, pardon, équine sans l'avoir choisie comme dominante en 6e année? Oui, ça c'est assez facile parce que j'ai des exemples. Donc, alors,
réaliser une spécialisation équine sans avoir fait de 6e année équine et sans être cavalier, là, ça commence à être compliqué hein, pour combiner deux questions. Par contre, on a eu des internes qui n'avaient fait qu'une spécialisation rurale avant, ou une spécialisation mixte, mais je me souviens en particulier d'une interne qui avait fait qu'une spécialisation rurale dans une autre école et qui a fait l'internat d'équine et qui était un excellent élément. Très bien. Ensuite, j'ai entendu dire que les études et les postes pourvus pour vétérinaire équin étaient complètement bouchés. Est-ce que c'est vraiment intelligent de se lancer dans ces études pour les jeunes aujourd'hui? Alors, c'est pas bouché. En tout cas, actuellement, c'est pas bouché. Parce que comme je vous ai expliqué, au vu de l'évolution de la structuration de la profession vétérinaire, on est plutôt au niveau de la pratique équine en demande que à dire qu'on a trop de personnes dans les équipes. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas évoluer. Parce qu'effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez des personnes qui actuellement sont formées à l'étranger, qui à un moment donné vont arriver sur le terrain, et effectivement, la démographie va se modifier de ce point de vue-là. Ceci étant, au vu de la demande en pratique équine actuellement, elle est plutôt croissante. Et quand je parle de demande, je parle de demande des professionnels de la filière, des particuliers qui ont des chevaux, elle est plutôt croissante. Les gens ont plutôt de plus en plus de chevaux. Donc je pense pas que ça soit bouché. Je pense que ce qui va peut-être pas, augmenter de façon exponentielle, c'est la pratique équine exclusive. Je pense à contrario que la pratique équine mixte va continuer à se développer. Alors, y a-t-il une formation particulière pour exercer auprès de la FEI? Oui, pour exercer auprès de la FEI, alors d'abord, on n'exerce pas au sein de la FEI, hein, que je sois bien claire. C'est-à-dire qu'on n'est pas employé, à temps complet par la FEI, c'est pas ça. Au niveau de la FEI, en fait, on a des missions, qui vont être des missions, comme je vous disais, de gestion d'événements sportifs au plan sanitaire ou au plan, des soins, hein, la prise en charge, de problématiques, si elles sont présentes. Et pour ce faire, on a en fait un cursus de formation qui est géré initialement par la Fédération française d'équitation, puis validé par la FEI, où on a, eh bien, on doit apprendre les réglementations simplement sportives, savoir ce qu'on peut utiliser comme produit, savoir ce qu'on peut pas utiliser comme produit, savoir comment est-ce qu'un cheval est géré. Et donc oui, c'est une formation qui est pas excessivement compliquée quand on est praticien équin, mais qui nécessite de dominer cette réglementation et qui est validée par des examens qu'on repasse tous les ans. Très bien, merci. Alors, comment faire pour soigner des zèbres ou des cerfs, comme sur les images montrées? Est-ce qu'il y a une spécialisation particulière? Non, je vous ai montré ça pour vous expliquer que l'exercice était extrêmement divers. Quand on soigne des rennes, des cerfs, on peut avoir choisi, en fait, une spécialisation faune sauvage, avec un certain nombre de personnes qui vont aller travailler dans des zoos. Là, pour le coup, vous me parliez de débouchés, ça, c'est très limité parce qu'en fait, il n'y a pas 10 000 centres, de faune sauvage en France. C'est sûr que ça fait rêver. Après, c'est des vraies contraintes, parce que le fait de gérer des animaux exotiques, c'est pas uniquement les images que je vous ai montrées, hein. En fait, ça, c'est plutôt finalement la partie la moins importante. La partie la plus importante, c'est que ça fait partie, d'une activité de conservation de l'espèce et que donc vous avez à gérer, les questions de reproduction de ces animaux pour les conservations d'espèces. Vous avez à gérer les questions de bien-être de ces animaux. Vous avez à gérer les questions de milieu de vie de ces animaux. Donc, par exemple, quand vous vous occupez, d'otaries, ou d'autres animaux aquatiques, bah, vous allez vérifier la qualité de l'eau. Tout ça, ça fait partie de la gestion du vétérinaire, qui s'occupe d'animaux sauvages. Et donc, il y a un vrai gros morceau qui n'est pas du soin direct à l'animal. Donc, il faut être bien conscient de ça. C'est pas l'image idyllique, du vétérinaire, en parc, zoologique, qui passe, qui va uniquement gérer, du soin. Et ensuite, la gestion d'un animal sauvage, c'est très particulier. C'est des animaux qui sont très stressés, ça nécessite des conditions spécifiques et une équipe extrêmement rodée. Donc c'est loin d'être facile, et c'est pas du tout la pratique vétérinaire majoritaire actuellement. Très bien. Alors, 2 questions sur votre cursus. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des procès? Et lorsque vous avez commencé vos études vétérinaires, est-ce que vous saviez déjà que vous vouliez faire de l'équin? Alors concernant les procès, moi oui, une fois, donc c'est pas beaucoup en fait, hein, quand on y réfléchit, il y a très longtemps.
lors de ma pratique libérale en Belgique, et ça s'est bien terminé. Donc oui, ça m'est déjà arrivé. On peut avoir des mises en cause, ça c'est vrai, hein. De toute façon, c'est une profession qui a tendance à se judiciariser, aussi, en raison, du coût des animaux, aussi, par rapport aux questions d'assurance. Donc ça, on ne peut pas nier que ça existe, mais je n'ai pas été très affectée par ça, personnellement. Et la seconde question, c'est de savoir si je voulais faire de la pratique équine. Alors la réponse est oui. Moi, c'est un peu une vocation, d'enfant, hein. Depuis que je suis toute petite, je voulais être vétérinaire et puis, bah, j'ai été cavalière. J'ai commencé à monter à cheval autour de 10 ans, et après, la pratique équine était plutôt, effectivement une évidence. Très bien. Alors, est-ce que le métier de vétérinaire équin est plus susceptible d'être limité par le côté économique qu'une autre spécialisation? Enjeu économique des chevaux de sport, par exemple. Alors, c'est curieux comme question parce que justement, en raison de l'enjeu économique des chevaux de sport, il est plutôt susceptible de pas être limité. Parce que, comme les chevaux de sport, ont un coût non négligeable, on peut parler de sport et de course, hein. Comme, heu, les assurances sont de plus en plus développées, à l'heure actuelle, effectivement, on a des limitations financières dans certains cas, mais là, j'aurais plutôt tendance à me tourner du côté de l'élevage. Mais quand on parle réellement de cheval de sport, finalement, les propriétaires, de ce que je peux voir en termes d'évolution depuis à peu près 5 ans, sont plutôt enclins, à investir pour leurs animaux et nous, on a le soin intensif avec des factures, où on parle en dizaines de milliers d'euros, qui se sont développées de façon très importante sur les 5 dernières années. Après, on peut avoir des limitations économiques, dans certains secteurs d'activité, et bah, liées au fait qu'effectivement, les structures équestres ou les élevages ne sont pas capables de supporter, des coûts, extensifs pour chaque animal qui a un problème. Donc après, il va y avoir un choix. Ça, c'est vrai. J'espère que ça répond à la question. Oui, très bien. On est arrivé à la fin des questions. Ah, une dernière qui vient d'arriver. Alors, où s'adresser pour être vétérinaire pompier? Alors le vétérinaire pompier, bah, d'abord il faut être vétérinaire, on va commencer par la base et ensuite, on peut prendre des renseignements auprès, de confrères, hein, qui sont déjà vétérinaires. Actuellement, nous, on a un professeur à l'école vétérinaire qui est le professeur Dominique Grandjean, qui est colonel de pompiers. Alors, je pense que Dominique, il va être en activité pendant peut-être encore quelques années, mais bon, plus trop. Par contre, il y a d'autres vétérinaires, qui ont, ces informations-là. Et donc, bah, moi je connais des contacts, hein, parce que j'ai une jeune, consoeur, hein, qui était étudiante avant, que j'ai formée et qui est maintenant, vétérinaire et qui exerce une activité de vétérinaire pompier dans la Drôme. Donc on peut, aller se renseigner, auprès de ces personnes-là. Très bien. On est arrivé à la fin des questions. Merci encore, docteur Mespoulès, pour votre présentation ainsi que la réponse, vos réponses à toutes les questions. Bah, je vous en Merci prie. à tous les participants qui ont attendu, enfin, qui ont été là pour cette présentation et une bonne journée à tous. Parfait. Je vous souhaite une bonne journée également. À bientôt, au revoir. Au revoir.